Ma sœur riche est entrée dans la salle d'audience comme si elle lui appartenait déjà. Son avocat a fait glisser la requête vers l'avant, la totalité de l'héritage. Avec effet immédiat. Mes parents ont hoché la tête comme s'ils avaient répété. Le juge m'a regardé, vous opposez-vous? J'ai seulement dit, je veux attendre que la dernière personne arrive. La porte s'est ouverte. Un homme en costume noir est entré, a brandi une enveloppe et a appelé mon nom. Le juge a cligné des yeux, a cherché ses lunettes et a chuchoté, ça. Ça ne se peut pas. L'huissier a appelé l'affaire comme s'il lisait une liste de courses, et ma sœur s'est levée avant que la dernière syllabe ne soit prononcée. Non pas parce qu'elle était impatiente d'honorer mon grand-père, mais parce qu'elle était impatiente de le réclamer. Elle portait un manteau crème sur mesure par-dessus du noir, le genre de luxe discret qui fait que les gens supposent que vous avez raison avant même que vous ne parliez. Ses cheveux étaient parfaits. Son visage était sec. Et quand elle m'a regardé, ce n'était pas du chagrin dans ses yeux, c'était du calcul. Son avocat au costume impeccable, voix douce, montre chère s'est dirigé vers la table du conseil avec une fine pile de papier et les a fait glisser vers l'avant comme une lame. Votre honneur, a-t-il dit, nous demandons le transfert immédiat de la succession à ma cliente, à compter d'aujourd'hui. Mes parents ont hoché la tête à l'unisson derrière lui, comme s'ils l'avaient répété devant un miroir. Les mains de ma mère étaient jointes aussi solennellement que si elle était à l'église. Et mon père regardait droit devant lui, la mâchoire serrée comme si c'était une réunion d'affaires et que j'étais l'obstacle. Le juge ne les a pas regardés au début. Il m'a regardé. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit, la voix neutre. Vous opposez-vous? Les lèvres de ma sœur ont tressailli comme si elle avait hâte de m'entendre supplier. Je ne l'ai pas fait. Je me suis redressé, j'ai posé mes mains sur la table et je me suis assuré que ma voix ne tremblait pas. Oui, ai-je dit. Je m'oppose. Son avocat a souri, un sourire léger et condescendant. Pour quel motif, a-t-il demandé, déjà convaincu qu'il allait m'écraser? Je ne lui ai pas donné d'argument. Pas encore, ai-je dit. Je veux attendre que la dernière personne arrive. Le juge a cligné des yeux une fois. La dernière personne, a-t-il répété. J'ai hoché la tête. Oui, votre honneur. Ma sœur a laissé échapper un petit rire sans humour. C'est ridicule, a-t-elle dit. Il n'y a personne d'autre. Mon père a finalement tourné légèrement la tête vers moi, de la même manière qu'il le faisait quand j'étais adolescente et qu'il voulait me rappeler que j'embarrassais la famille. Tu fais toujours ça, a-t-il marmonné juste assez fort. Le juge s'est penché en arrière et a ajusté ses lunettes. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit, nous sommes au tribunal des successions, pas sur une scène. Si vous avez une objection, elle doit être légale. Elle est légale, ai-je dit calmement, mais ce n'est pas à moi de l'expliquer. L'avocat de ma sœur s'est approché, la voix douce. Votre honneur, a-t-il dit, nous demandons une nomination d'urgence parce que mademoiselle Lebeau n'a pas coopéré. Il y a des actifs qui ont besoin de protection, et ma cliente est la partie responsable. Responsable. Ce mot a toujours été utilisé comme une arme dans ma famille. Cela signifiait, donnez-nous le contrôle et arrêtez de poser des questions. Ma mère a soupiré doucement, comme si elle souffrait de mon immaturité. Elle est en deuil, a-t-elle dit au juge. Elle ne comprend pas comment ces choses fonctionnent. Les yeux de ma sœur sont restés fixés sur moi, brillants et froids. J'essaie juste d'empêcher que tout ne s'effondre, a-t-elle dit. Grand-père aurait voulu que ce soit géré correctement. Je l'ai regardée et j'ai pensé à la rapidité avec laquelle elle avait trouvé un avocat, à la vitesse à laquelle la requête était apparue, à l'air répété de mes parents assis derrière elle comme des choristes. Le juge a tourné une page dans le dossier de l'affaire. Cette requête demande l'autorité complète sur la succession, a-t-il dit. Elle allègue que l'intimé est inapte à participer et pourrait interférer. L'avocat de ma sœur a hoché la tête. C'est exact. Et vous me demandez d'accorder cela aujourd'hui, a dit le juge. Oui, votre honneur, a répondu l'avocat. Avec effet immédiat. Le juge m'a de nouveau regardé. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit, quelle est votre objection? J'ai gardé ma posture immobile. Mon objection est qu'il vous demande d'agir sans le dossier complet, ai-je dit. Ma sœur a ri de nouveau, plus sèchement. Il n'y a pas de dossier caché, a-t-elle lancé. Il est mort.
C'est ce qui se passe. L'expression du juge n'a pas changé, mais sa patience s'est amenuisée. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit à ma sœur, vous ne parlerez pas sans y être invitée. Les lèvres de mon père se sont serrées. Les yeux de ma mère se sont plissés comme si elle détestait être corrigée. L'avocat de ma sœur a essayé de sauver la situation avec politesse. Votre honneur, si mademoiselle Lebeau veut retarder, nous nous y opposons. La succession ne peut pas attendre. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé le juge. Ce ne sera pas un retard, ai-je dit. Ce sera une question de minutes. Le juge a expiré une fois et a jeté un coup d'œil vers les portes de la salle d'audience, décidant clairement s'il devait me divertir. Qui attendons-nous, a-t-il demandé. J'ai répondu avec la vérité la plus simple que je pouvais dire à voix haute. La personne qui contrôle réellement l'héritage, ai-je dit. Le visage de ma sœur s'est contracté pour la première fois. C'est moi, a-t-elle dit automatiquement, puis elle s'est reprise lorsque les yeux du juge se sont tournés vers elle. Le juge s'est légèrement penché en avant. Mademoiselle Lebeau, m'a-t-il dit, si c'est une tactique. Ce n'en est pas une, ai-je répondu. Je vous demande de laisser le dossier arriver avant de signer quoi que ce soit. Un temps de silence. Puis les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Pas une ouverture dramatique, juste une poussée nette et contrôlée, comme celle de quelqu'un qui a un but. Un homme est entré, vêtu d'un costume noir si simple qu'il ressemblait à un uniforme. Pas de cravate voyante, pas de bijoux, juste une enveloppe à la main et une expression calme, comme s'il se fichait de savoir qui dans cette pièce avait de l'argent. Il s'est dirigé directement vers le bureau du greffier sans regarder mes parents ou ma sœur. Il a brandi l'enveloppe, a parlé clairement et a prononcé mon nom. Mademoiselle Lebeau. Le juge a cligné des yeux, a de nouveau cherché ses lunettes et a regardé l'enveloppe comme si elle n'avait pas sa place dans sa salle d'audience. L'homme en costume noir n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas expliqué. Il a simplement posé l'enveloppe sur le bureau du greffier d'une main et a dit « Ceci est pour le tribunal de la part du fiduciaire ». Le juge a pris l'enveloppe, a lu la ligne de l'expéditeur, et sa bouche a bougé comme s'il avait parlé avant de le vouloir. « Ça ne se peut pas », a-t-il chuchoté. Le juge n'a pas ouvert l'enveloppe comme s'il s'agissait de courrier de routine. Il la tenait entre deux doigts, l'a retournée une fois et a de nouveau regardé l'adresse de l'expéditeur comme si l'encre pouvait changer s'il la fixait assez fort. Puis il l'a déchirée. Sans fioriture, juste une déchirure nette, comme s'il voulait que le papier cesse de prétendre qu'il importait plus que ce qu'il y avait à l'intérieur. La salle d'audience est restée si silencieuse que je pouvais entendre l'avocat de ma sœur changer de pied. Le juge a d'abord sorti un seul document plié. Papier épais, sceau en relief dans le coin, un bloc de signature qui semblait trop formel pour la façon dont ma famille avait traité cela comme une réunion de famille. Il a parcouru la première ligne, sa mâchoire s'est contractée. Puis il a lu l'expéditeur à voix haute, département fiduciaire de la Banque nationale de Lyon. Le visage de ma sœur a vacillé juste une seconde avant qu'elle ne retrouve son sang-froid. Elle avait construit toute sa vie sur le fait d'être la personne qui s'occupait de l'argent. Entendre le nom d'une banque en audience publique aurait dû la faire paraître puissante. Au lieu de cela, elle avait l'air prise au piège. Le juge a continué à lire. Ceci est un avis d'administration de fiducie, a-t-il dit. Il stipule que les actifs du défunt ont été placés dans une fiducie révocable et que la fiducie est devenue irrévocable au décès. L'avocat de ma sœur s'est levé rapidement. Votre honneur, nous sommes en procédure de succession. Le juge n'a même pas levé les yeux. Asseyez-vous, a-t-il dit. Il a tourné une page. Et ceci, a-t-il ajouté, la voix plus neutre, est une attestation de fiducie identifiant le fiduciaire. Il s'est de nouveau arrêté, comme si la ligne suivante offensait son sens de la façon dont les procès sont censés se dérouler. Puis il l'a lu. Fiduciaire successeur, département fiduciaire de la Banque nationale de Lyon. Mes parents se sont raidis parce qu'ils visaient le contrôle. Une banque ne se soucie pas du contrôle comme le font les familles. Une banque se soucie des documents, des conditions et des risques. L'avocat de ma sœur a tenté de se ressaisir avec confiance. Votre honneur, même s'il y a une fiducie, le tribunal des successions a toujours compétence sur la succession. Le juge a finalement levé les yeux. Maître, a-t-il dit, votre requête demandait la totalité de l'héritage avec effet immédiat.
Il a tapoté le papier une fois avec son doigt. Cette attestation de fiducie stipule en langage clair que la succession soumise à homologation est minime et que la majeure partie des actifs est détenue en fiducie. Il s'est tourné vers le greffier. Marquez ceci comme reçu, a-t-il dit. Puis il a regardé ma sœur, non pas comme une sœur, non pas comme une membre de la famille, mais comme une requérante qui venait d'essayer de prendre quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Mademoiselle Lebeau, lui a-t-il dit, saviez-vous que votre grand-père avait établi une fiducie avec un fiduciaire corporatif? Ma sœur a relevé le menton. Il a été influencé, a-t-elle dit. Il ne comprenait pas ce qu'il signait. Le juge n'a pas discuté de ses sentiments. Il a brandi la page suivante. Cet avis comprend une copie de l'affidavit d'exécution de la fiducie et la liste des témoins, a-t-il dit. Il comprend également une attestation d'avocat selon laquelle le défunt a signé en pleine capacité. La bouche de mon père s'est contractée. Les yeux de ma mère se sont plissés comme si elle essayait de choisir un nouvel angle. Et puis le juge a atteint la ligne qui l'a fait chuchoter, ça ne se peut pas, en premier lieu. Il l'a lu lentement pour que personne ne puisse plus tard prétendre avoir mal compris. Clause de non-contestation déclenchée. Tout bénéficiaire qui dépose une requête pour saisir les actifs de la fiducie contrairement au terme perd sa distribution. Le visage de l'avocat de ma sœur est devenu blême. Les yeux de ma sœur se sont agrandis d'une fraction, puis se sont plissés comme si elle essayait d'intimider le papier pour qu'il recule. Les mains de ma mère se sont dénouées pour la première fois. Le juge a levé les yeux. Maître, a-t-il dit à l'avocat de ma sœur, vous avez déposé une requête pour le transfert immédiat de tout l'héritage à votre cliente. Oui, votre honneur, a dit l'avocat avec précaution. Vous comprenez, a répondu le juge, que si cette clause est exécutoire, le simple fait de déposer votre requête a peut-être déjà causé la déchéance. L'avocat a dégluti. Votre honneur, nous contestons la validité. Le juge l'a interrompu. Vous pouvez la contester, a-t-il dit. Mais vous ne pouvez pas prétendre qu'elle n'existe pas. Puis il m'a de nouveau regardé. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit, vous avez demandé à attendre que la dernière personne arrive. Était-ce cette personne? Oui, ai-je dit. Ma voix est restée stable même si mon pouls était monté dans ma gorge. Le département fiduciaire est le fiduciaire. Il contrôle la distribution. L'homme en costume noir, toujours debout près du greffier comme s'il appartenait à une procédure, a parlé pour la première fois. Votre honneur, a-t-il dit, calme et précis, je ne suis pas ici pour débattre. Je suis ici pour délivrer un avis et confirmer la position du fiduciaire. Le juge a fait un geste. Énoncez-la, a-t-il dit. L'homme n'a pas regardé mes parents. Il n'a pas regardé ma sœur. Il a regardé le juge. Le fiduciaire ne reconnaît pas la demande de la requérante, a-t-il dit. Le fiduciaire ne distribuera aucun actif à quiconque sur la base de la requête d'aujourd'hui. Le fiduciaire administrera conformément aux termes de la fiducie et demande au tribunal de rejeter toute tentative de saisie des actifs contrôlés par la fiducie par le biais de la procédure de succession. Ma sœur a lancé, vous ne pouvez pas juste, le juge a levé la main. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit sèchement, vous ne parlerez pas sans y être invitée. Ma sœur a fermé la bouche, mais sa respiration a changé. Plus rapide maintenant, plus fine. Son avocat s'est de nouveau levé, essayant de regagner du terrain. Votre honneur, au minimum, nous demandons la production de la fiducie complète, a-t-il dit. Nous nous demandons si ma cliente a été indûment retirée ou s'il y a une influence indue de la part de l'intimé. Les yeux du juge ne se sont pas adoucis. L'influence indue est une allégation sérieuse, a-t-il dit. Et vous venez d'assister à une preuve audio d'une tentative de coercition visant le défunt, qui ne provenait pas de l'intimé. La mâchoire de mon père a tressailli. Le juge s'est de nouveau tourné vers l'homme en noir. Le fiduciaire a-t-il fourni l'instrument de fiducie à l'avocat, a-t-il demandé. Oui, a répondu l'homme. Une copie complète a été livrée aux deux parties hier par service certifié. La tête de ma mère s'est tournée vers l'avocat de ma sœur comme un fouet. Hier. Ce qui signifie qu'ils savaient ou auraient dû savoir. Ce qui signifie qu'ils ont quand même déposé leur requête. Le juge a laissé se fait planer dans la pièce un instant. Puis il a regardé ma sœur avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit, avez-vous reçu les documents de la fiducie hier?
Les lèvres de ma sœur se sont entr'ouvertes, et pour la première fois, elle ressemblait moins à une dirigeante qu'à quelqu'un de coincé. A-t-elle commencé. Son avocat est intervenu rapidement. Votre honneur, nous avons reçu un paquet, mais, le juge l'a interrompu. Maître, a-t-il dit, si vous avez reçu un paquet contenant une clause de non-contestation et que vous avez quand même déposé une requête exigeant tout l'héritage avec effet immédiat, je veux que vous compreniez ce que cela représente pour ce tribunal. L'avocat est resté immobile. Le juge s'est tourné vers le greffier. Fixer une audience, a-t-il dit, sur la recevabilité et les sanctions, et je veux que la lettre du fiduciaire soit versée au dossier. Puis il a regardé directement ma sœur. Et mademoiselle Lebeau, a-t-il ajouté, la voix plus froide maintenant, si vous êtes une bénéficiaire désignée et que vous avez déclenché la déchéance, aujourd'hui vous a peut-être coûté plus que vous ne l'aviez prévu. Le visage de ma sœur s'est transformé en quelque chose de laid. Ses yeux se sont tournés vers moi, et la haine qu'il contenait ne concernait pas l'argent. Elle concernait le fait que l'institution qu'elle pensait la couronner venait de la marquer comme un risque. Puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle ne pouvait pas gagner avec des papiers, elle a essayé de gagner avec une nouvelle histoire. Votre honneur, a-t-elle dit soudainement, la voix forte, se tournant vers le banc avec une urgence étudiée. Je dois mettre quelque chose au dossier. Les yeux du juge se sont plissés. Quoi, a-t-il dit? Ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et a dit le seul mot que mes parents avaient gardé comme une balle, maltraitance de personnes âgées. L'expression du juge a changé, non pas parce qu'il la croyait, mais parce que maintenant le tribunal devait décider si elle avait des preuves ou si elle était sur le point de se pendre avec une autre fausse allégation. Maltraitance de personnes âgées, a répété ma sœur, plus fort, comme si le volume pouvait transformer une accusation en preuve. Le visage de ma mère s'est instantanément adouci en une performance de chagrin. Mon père s'est penché en arrière dans son fauteuil, les yeux plissés comme si c'était le plan qu'ils attendaient de déployer. Son avocat se tenait à côté d'elle comme si on lui avait tendu une sortie de secours. Votre honneur, a-t-il dit, nous demandons une enquête immédiate. L'intimé a isolé le défunt, contrôlé l'accès et l'a contraint à signer des documents qui lui sont bénéfiques. Le juge n'a pas réagi comme un public de télévision de jour. Il a réagi comme un juge. Il s'est penché en avant et a dit, « Maître, ce sont des allégations sérieuses. Quelles preuves avez-vous aujourd'hui » Ma sœur n'a pas scié. Des témoins, a-t-elle dit, et elle a fait un geste derrière elle. Deux parents se tenaient maladroitement près des rangées arrière comme s'ils avaient été enrôlés, ma tante et un cousin à qui je parlais à peine. Leurs visages étaient tendus, leurs yeux fuyant les miens. Ma mère leur a fait un signe de tête encourageant comme si elle les coachait silencieusement. Le juge les a regardés, sans être impressionné. Les témoins peuvent témoigner, a-t-il dit. Mais je veux quelque chose de concret. Des rapports médicaux, des plaintes antérieures, des rapports de police, l'implication des services de protection des adultes. N'importe quoi. La mâchoire de ma sœur s'est contractée. Il ne voulait pas embarrasser la famille, a-t-elle dit rapidement. Il avait peur. L'expression du juge est restée neutre. Alors expliquez pourquoi il a appelé lui-même les services d'urgence, a-t-il dit. Silence. Ma sœur a essayé de pivoter. Il était confus, a-t-elle dit. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Le juge a de nouveau jeté un coup d'œil à l'enveloppe de la banque. Cette fiducie a été exécutée avec un affidavit de capacité et des témoins, a-t-il dit. Ce n'est pas de la confusion. C'est une intention formalisée. L'avocat de mon père s'est levé, la voix douce. Votre honneur, nous avons également des preuves que l'intimé avait accès au compte et contrôlait les communications. Étienne s'est levé immédiatement. Objection, a-t-il dit. C'est un argument sans fondement. Le juge a levé une main. Maître, a-t-il dit à l'avocat de ma sœur, avez-vous cette preuve ici? L'avocat de ma sœur a hésité une fraction de seconde. Puis il a fait ce que font les avocats quand ils ont un récit, mais pas le dossier. Nous demanderions la communication de pièces, a-t-il dit. Les yeux du juge se sont durcis. La communication de pièces n'est pas un permis de pêche, a-t-il répondu. Vous n'accusez pas quelqu'un de maltraitance de personnes âgées en audience publique comme stratégie pour saisir des actifs détenus en fiducie. Le visage de ma sœur a rougi. Ce n'est pas une stratégie, a-t-elle lancé. Le juge s'est penché en arrière. Alors apportez des preuves,
a-t-il dit. Pas des parents théâtraux. La voix de ma mère a tremblé, de manière étudiée. Votre honneur, a-t-elle dit, elle nous a tenus à l'écart. Elle l'a fait nous haïr. Le juge l'a regardé une fois. Madame, a-t-il dit, ceci n'est pas une thérapie familiale. Puis il a tourné son attention vers la seule personne dans la pièce qui n'avait aucun enjeu émotionnel, seulement une responsabilité fiduciaire. Il s'est adressé à l'homme en noir. Monsieur, a-t-il dit, le fiduciaire a-t-il une documentation concernant des préoccupations d'influence indue ou de maltraitance? L'homme n'a pas hésité. Non, votre honneur, a-t-il dit. Le fiduciaire a procédé à une évaluation standard. Le défunt a rencontré un avocat en privé. Il a confirmé son intention. Le fiduciaire a reçu une lettre d'instruction et des documents justificatifs. Le regard du juge s'est aiguisé. Des documents justificatifs, a-t-il demandé. Oui, a répondu l'homme. Un journal de bord et une déclaration. Le défunt voulait qu'il soit conservé. La tête de ma sœur s'est relevée brusquement. Quelle déclaration, a-t-elle demandé. Le juge ne l'a pas regardé. Fournissez-la, a-t-il dit à l'homme. L'homme a sorti une deuxième enveloppe qu'il tenait, une que je n'avais pas remarquée car elle était plus mince et sans marque, et l'a remise au greffier. Le greffier l'a passée au juge. Le juge l'a ouverte et en a sorti une lettre d'une seule page. Il a lu en silence pendant plusieurs secondes, ses yeux se déplaçant avec une attention particulière. Puis il a levé les yeux vers moi, non pas avec chaleur, dû avec le poids de quelque chose qu'il comprenait. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit, saviez-vous que votre grand-père avait préparé une déclaration écrite anticipant les allégations d'aujourd'hui? Oui, ai-je dit doucement. Il m'a dit qu'il l'avait fait, mais je ne savais pas ce qu'il avait écrit. La respiration de ma sœur a changé. Ses ongles se sont enfoncés dans la table du conseil. Le juge a regardé le haut de la lettre. Puis il a lu la première ligne à voix haute. Si vous lisez ceci au tribunal, cela signifie que mon fils et sa famille ont essayé de prendre ma succession en accusant ma petite-fille. Ma mère a émis un son comme si elle avait été poignardée. Le visage de mon père est devenu rigide. L'avocat de ma sœur s'est assis lentement comme s'il avait réalisé qu'il se tenait sur une trappe. Le juge a continué à lire, pas tout, juste assez pour rendre le dossier indéniable. Il a lu que mon grand-père m'avait demandé d'emménager après sa chute. Il a lu qu'il avait rencontré un avocat seul. Il a lu qu'il avait créé la fiducie parce qu'il craignait des tactiques de pression et des demandes de signature rapides. Puis le juge a atteint la ligne qui a semblé faire se pincer ses lèvres. Il l'a lu une fois en silence, puis il l'a lu à voix haute. La nuit où j'ai appelé les services d'urgence, mon fils a amené un notaire mobile chez moi pour obtenir de nouvelles signatures. J'ai refusé. J'ai demandé des témoins. S'ils appellent cela de la maltraitance de personnes âgées, ils projettent leur propre conduite. La salle d'audience est restée silencieuse. Pas un murmure, pas une toux. Ma sœur est restée assise très immobile, et j'ai regardé ses yeux vaciller comme si elle cherchait un moyen de survivre au dossier. L'avocat de mon père s'est levé lentement, la voix prudente maintenant. Votre honneur, a-t-il dit, nous nous opposons au oui-dire. Le juge l'a interrompu. C'est une déclaration d'intention du défunt, offerte pour montrer son état d'esprit, a-t-il dit. Et elle est cohérente avec l'enregistrement audio de la répartition. Il a légèrement levé la lettre. Ce tribunal ne va pas donner suite à une allégation de dernière minute de maltraitance de personnes âgées utilisée pour saisir des actifs détenus par un fiduciaire corporatif, a-t-il dit, chaque mot mesuré. Si vous voulez déposer une requête avec des preuves, vous pouvez le faire, mais pas aujourd'hui. Pas comme ça. L'avocat de ma sœur a dégluti. Votre honneur, a-t-il dit, nous aimerions retirer la requête. Le regard du juge est resté froid. Vous ne pouvez pas retirer les conséquences, a-t-il répondu. Mais vous pouvez arrêter de creuser. Il s'est tourné vers le greffier. Rejeter la requête, a-t-il dit, et fixer une audience pour ordonner de justifier les sanctions pour le dépôt et les fausses affirmations faites aujourd'hui. Le visage de ma mère est devenu pâle. La mâchoire de mon père s'est crispée. Le masque de ma sœur s'est finalement fissuré. Alors, elle obtient tout, a-t-elle lancé. Le juge n'a pas bronché. La fiducie sera administrée selon les termes, a-t-il dit. Et oui,
La requête de mademoiselle Lebeau de saisir tout l'héritage avec effet immédiat est rejetée. Les mains de ma sœur tremblaient maintenant. Elle a essayé de le cacher en s'agrippant au bord de la table alors que l'homme en noir parlait à nouveau, calme comme une machine énonçant la prochaine étape. Le fiduciaire suspendra toute distribution aux parties qui ont déclenché la clause de non-contestation jusqu'à nouvel examen, a-t-il dit. Nous suivrons exactement le libellé de la fiducie. La tête de ma sœur s'est tournée vers lui. Suspendre, a-t-elle sifflé. Non, il n'a pas argumenté. C'est ainsi, a-t-il dit simplement. Le juge s'est penché en avant et a prononcé la dernière phrase que ma sœur ne s'attendait pas à entendre. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit, vous êtes entrée dans cette salle d'audience en agissant comme si elle vous appartenait déjà. Maintenant, vous partirez sans qu'aucune décision ne soit rendue en votre faveur aujourd'hui, et vous répondrez de la manière dont vous avez essayé de l'obtenir. Les yeux de ma sœur se sont de nouveau tournés vers moi, pleins de haine et d'humiliation. Puis elle a chuchoté, à peine audible, ce n'est pas fini. Et c'est à ce moment-là que l'huissier s'est approché, silencieux et professionnel, et a parlé au juge à voix basse. L'expression du juge a légèrement changé pendant qu'il écoutait. Il a hoché la tête une fois. Puis il a regardé directement mon père. Monsieur Lebeau, a-t-il dit, restez assis. Mon père s'est figé. Pourquoi, a-t-il demandé. La voix du juge est restée neutre. Parce que, a-t-il dit, on vient de m'informer qu'il y a un gendarme dans le couloir avec des papiers pour vous, et ils ne viennent pas de ce tribunal. Le visage de mon père s'est contracté. Les portes de la salle d'audience se sont de nouveau ouvertes, et un gendarme en uniforme est entré, tenant un document avec un en-tête en gras en haut. Je ne pouvais pas le lire de ma place, mais j'ai vu le visage de mon père devenir gris lorsque le gendarme a dit « Monsieur, vous êtes assigné ». Mon père ne s'est pas levé. Il n'a pas exigé de respect. Il a juste regardé le gendarme comme si l'insigne était soudainement devenu plus lourd que son argent. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, la voix tendue. Le gendarme n'a pas joué. Il a tendu le paquet. Signification d'un acte, a-t-il dit. Vous pouvez l'accepter ici ou dans le couloir. L'avocat de mon père s'est penché vers lui et a chuchoté quelque chose d'urgent. Mon père l'a ignoré et a arraché les papiers, tournant la première page avec des doigts tremblants. Ses yeux ont parcouru l'entête. Puis il s'est figé, car ce n'était pas une affaire de succession. C'était criminel. Le juge l'a regardé lire, son expression neutre. Monsieur Lebeau, a-t-il dit, ce tribunal n'a rien à voir avec ces papiers, mais je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment suite à votre témoignage antérieur. Mon père a dégluti. Votre honneur, a-t-il dit, forçant le calme, c'est du harcèlement. Ma famille est ciblée parce que ma fille. Le juge l'a interrompu. Arrêtez, a-t-il dit. Votre fille n'est pas celle qui a appelé les services d'urgence pour signaler une tentative de coercition. Votre fille n'est pas celle qui a déposé une fausse requête dans ce tribunal. Votre fille n'est pas celle qui a tenté de saisir des actifs de fiducie détenus par un fiduciaire corporatif. La bouche de ma mère s'est contractée. Nous essayons de protéger la famille, a-t-elle chuchoté. Le juge ne s'est pas adouci. Alors vous l'avez protégée jusqu'à un renvoi, a-t-il dit. Le gendarme a légèrement changé de position, et j'ai réalisé qu'il n'était pas venu seul. Deux autres uniformes se tenaient près des portes, silencieux, ne s'approchant pas, juste présents de la manière dont les forces de l'ordre se rendent présentes lorsqu'elles s'attendent à ce que les gens fuient ou explosent. L'avocat de ma sœur s'est raclé la gorge. Votre honneur, a-t-il dit prudemment, nous demanderions une brève suspension pour nous entretenir avec nos clients. Le juge l'a regardé comme s'il était épuisé par l'idée de parler davantage. Vous pouvez vous entretenir, a-t-il dit, mais cette requête est rejetée. Le fiduciaire administrera la fiducie, et je reverrai les avocats pour l'audience de justification des sanctions. Il a pris son stylo, se détournant déjà d'eux. Puis il s'est arrêté et s'est retourné une fois, comme s'il s'était souvenu de quelque chose d'important. Une dernière chose, a-t-il dit. La salle est redevenue silencieuse. Il s'est adressé à l'homme en costume noir. Monsieur, a-t-il dit, le fiduciaire demande-t-il une ordonnance de protection? Oui, votre honneur, a répondu l'homme immédiatement. Compte tenu de la tentative d'ingérence, le fiduciaire demande une ordonnance interdisant aux requérants de contacter les institutions financières, les dépositaires ou les tiers dans le but d'accéder aux actifs de la fiducie,
et interdisant le harcèlement du bénéficiaire principal. La tête de ma sœur s'est relevée brusquement. Harcèlement, a-t-elle raillé. Les yeux du juge se sont posés sur elle. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit, vous venez d'accuser quelqu'un de maltraitance de personnes âgées sans preuve en audience publique. Vous n'êtes pas en position de railler. Il s'est retourné vers le représentant du fiduciaire. Accordez, a-t-il dit. Rédigez-la. Je la signerai aujourd'hui. Le visage de ma mère est devenu blême. Vous ne pouvez pas nous éloigner de notre propre fille, a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. La voix du juge est restée neutre. Vous pouvez vous empêcher de commettre des fautes, a-t-il répondu. Étienne s'est penché vers moi et a murmuré, c'est l'ordonnance la plus claire que nous aurions pu espérer. J'ai hoché la tête une fois, mais mes yeux sont restés sur mes parents car maintenant mon père avait les papiers criminels entre les mains, et je pouvais voir le calcul changer derrière ses yeux. Pas du remords, mais de la gestion des dommages. Le juge a levé la séance. La cour est suspendue, a-t-il dit. Au moment où le marteau est tombé, ma mère s'est jetée vers moi dans l'allée. Pas physiquement, mais assez près pour que l'air change. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle sifflé. Tu as ruiné ton père. Je n'ai pas bronché. Il s'est ruiné lui-même, ai-je dit doucement. Élodie est intervenue, sa voix un murmure tendu, les yeux fous. Tu vas tout perdre, a-t-elle dit. Je m'assurerai que tu le fasses. Je l'ai regardé et j'ai gardé ma voix calme. Tu as déjà essayé, ai-je dit. Et le fiduciaire n'a même pas eu à élever la voix. Le visage de ma sœur s'est tordu. Tu penses que tu es en sécurité parce qu'une banque a envoyé un costume, a-t-elle craché. Je me suis penché légèrement, assez près pour qu'elle m'entende par-dessus le bruit du couloir. Je pense que je suis en sécurité parce que grand-père a tout prévu, ai-je dit. Et parce qu'on ne peut pas intimider un dossier. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, et j'ai vu le moment où elle a voulu crier. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose de plus froid. Elle a retourné son téléphone, face vers le bas, comme si elle venait d'envoyer quelque chose qu'elle ne voulait pas que quiconque voie. Étienne l'a remarqué aussi. Son regard s'est porté sur ses mains, puis sur moi. N'engage pas la conversation, a-t-il murmuré. On s'en va. Nous sommes sortis par la sortie latérale. L'air du palais de justice à l'extérieur était vif et lumineux, comme s'il se fichait de ce que les familles se faisaient à l'intérieur. Au bord du trottoir, Étienne s'est arrêté et m'a regardé dans les yeux. Voici la fin concrète que tu voulais, a-t-il dit doucement. La fiducie contrôle tout. La requête est rejetée. La clause de non-contestation est déclenchée et sera appliquée. Tes parents n'ont pas accès, et le tribunal vient de signer une ordonnance empêchant toute ingérence. J'ai hoché la tête. Et ma sœur, ai-je demandé. La bouche d'Étienne s'est contractée. Si elle est une bénéficiaire désignée, elle a probablement perdu ses droits aujourd'hui, a-t-il dit. C'est ce que son avocat est en train de réaliser en ce moment. Nous sommes restés là un moment, juste à respirer. Puis le téléphone d'Étienne a vibré. Il a vérifié, et son expression a changé de la même manière qu'à l'aéroport lorsque le ton de l'officier avait changé. Quoi, ai-je demandé. Étienne a brandi l'écran. Une notification. Officielle. Courte. Département fiduciaire de la Banque nationale de Lyon. Alerte de sécurité, tentative d'accès bloquée. Mon estomac s'est noué parce que l'audience était terminée, l'ordonnance était signée, et quelqu'un essayait toujours de toucher à l'argent. La voix d'Étienne est devenue basse. Ils le font en ce moment même, a-t-il dit. J'ai regardé l'alerte. Et à ce moment-là, j'ai compris. Ma sœur n'avait pas retourné son téléphone pour s'empêcher de crier. Elle l'avait retourné parce qu'elle était en train d'agir. Étienne n'a pas perdu une seconde. Il a appelé le département fiduciaire alors que nous étions encore sur le trottoir, les portes du palais de justice derrière nous et mes parents quelque part à l'intérieur, essayant de prétendre qu'ils ne venaient pas d'être humiliés. Une femme a répondu avec le genre de calme stable et répété que l'on entend chez les personnes dont le travail est d'empêcher les catastrophes. Fiducie de Lyon, a-t-elle dit. Cette ligne est enregistrée. Comment puis-je vous aider? C'est Étienne Dubois, a-t-il répondu, avocat de Camille Lebeau. Je viens de recevoir une alerte de sécurité, tentative d'accès bloquée.
J'ai besoin de détails. Il y a eu une brève pause, le son de touche tapoté. Puis le ton de la femme s'est légèrement aiguisé. Pas de la panique. De la procédure. Oui, a-t-elle dit. Une tentative de connexion a été faite sur le portail des bénéficiaires. L'authentification à plusieurs facteurs a échoué. Immédiatement après, il y a eu une tentative de changement du numéro de téléphone de contact enregistré. Ma bouche est devenue sèche. Le changer pour celui de qui, ai-je demandé. L'agente de fiducie ne m'a pas répondu directement. Elle a demandé à Étienne, m'autorisez-vous à divulguer les données de la demande de changement tentée à votre cliente? Oui, a dit Étienne instantanément. L'agente de fiducie a continué. La demande de changement de numéro de téléphone tentée a été soumise depuis un appareil associé à la requérante, Élodie Lebeau. J'ai fermé les yeux une demi-seconde parce que je pouvais l'imaginer parfaitement, elle retournant son téléphone dans la salle d'audience comme si elle cachait de la honte, alors qu'en réalité elle cachait une action. La voix d'Étienne est restée calme. S'est-elle authentifiée, a-t-il demandé. Non, a répondu l'agente de fiducie. Le système a bloqué la demande. Un signalement manuel a été placé. Le statut de la distribution est maintenant réglé sur en attente, risque de fraude en attendant examen. Étienne a expiré lentement. Bien, a-t-il dit. Gelez tous les changements. Pas de changement de contact sur le portail, pas de changement de numéro de téléphone, pas de changement d'email, pas de mise à jour d'adresse sans identification en personne vérifiée. Déjà fait, a-t-elle répondu, et un rapport a été généré. La mâchoire d'Étienne s'est contractée. Envoyez ce rapport à mon bureau, a-t-il dit. Et notez qu'il y a une ordonnance du tribunal active émise aujourd'hui interdisant toute ingérence. Compris, a-t-elle répondu. Nous avons l'ordonnance du tribunal en dossier. Le fiduciaire se conformera. L'appel s'est terminé, et le silence qui a suivi était vif. Étienne m'a regardé. Cette alerte, a-t-il dit, c'est exactement pourquoi les fiduciaires corporatifs existent. Ils ne se laissent pas intimider. Ils ne se laissent pas culpabiliser. Ils enregistrent et bloquent. J'ai hoché la tête lentement. Alors, elle a essayé d'entrer, ai-je dit, et a échoué. Oui, a-t-il répondu. Et elle vient de créer un dossier qui la suivra jusqu'aux sanctions. Nous sommes allés directement au bureau d'Étienne, non pas pour le drame, mais pour une seule raison, tout verrouiller. Pendant que ma famille était encore en pleine confusion, Étienne m'a fait signer une instruction d'une seule page, toutes les communications de la fiducie acheminées par l'avocat, aucun contact direct accepté des membres de la famille, et toute tentative de changement traitée comme une fraude. Puis il a transmis le rapport de sécurité de la banque au greffier du juge avec une note, tentative d'accès bloquée quelques minutes après la suspension de l'audience. Pas de menaces, pas de discours, juste un horodatage. 1 heure plus tard, l'assistante d'Étienne est entrée et a dit, le représentant du fiduciaire a rappelé. L'homme en costume noir, le représentant de Lyon, est apparu lors d'un appel vidéo. Même visage calme, même costume simple, comme un uniforme. Mademoiselle Lebeau, a-t-il dit, je veux que quelque chose soit très clair. Je n'ai pas parlé. Je l'ai laissé faire. La fiducie ne distribuera que selon les termes de la fiducie, a-t-il continué. Il n'y aura aucune exception due à la pression familiale. Il n'y aura pas de transfert temporaire. Il n'y aura pas d'avance. Il a jeté un coup d'œil à une note, puis a relevé les yeux. Et en raison de la requête d'aujourd'hui et de la tentative d'ingérence sur le portail, le fiduciaire a formellement déterminé qu'Élodie a déclenché la clause de non-contestation. Sa distribution est maintenant perdue, en attente de confirmation par le tribunal. Ma poitrine s'est serrée. Mi-soulagement, mi-incrédulité. Étienne a demandé, et les parents? Le visage du représentant du fiduciaire n'a pas changé. Les distributions conditionnelles de Gérard et Hélène Lebeau sont en cours d'examen, a-t-il dit. Compte tenu de leur participation à la requête et de leur comportement coordonné, le fiduciaire traite leur implication comme une ingérence. Il a fait une pause, puis a ajouté, nous déposerons une déclaration auprès du tribunal. C'est à ce moment-là que j'ai senti que c'était terminé. Non pas parce que c'était émotionnellement satisfaisant, mais parce que c'était administrativement final. 2 semaines plus tard, le tribunal a tenu l'audience sur les sanctions. L'avocat de ma sœur n'a regardé personne dans les yeux.
Il s'est levé, s'est raclé la gorge et a dit, « Votre honneur, nous retirons toutes les réclamations contestées et nous nous excusons auprès du tribunal. » Le juge n'a pas souri. Il n'a pas accepté les excuses comme si elles effaçaient la tentative. Il a imposé des sanctions pour le dépôt de mauvaise foi, a ordonné à ma sœur de payer une partie des honoraires d'avocat et, plus important encore, a rendu une ordonnance reconnaissant l'application par le fiduciaire de la clause de non-contestation. Puis il s'est adressé directement à mes parents. « Votre fille n'a rien pris », a-t-il dit. « Les documents de votre père vous ont retiré le contrôle, et vous avez répondu par la manipulation. Ce tribunal ne participera pas à cela. » Ma mère a pleuré d'une manière qui a semblé réelle pour la première fois. Pas de chagrin, mais une perte de contrôle. Mon père n'a pas pleuré. Il a juste regardé le sol comme s'il cherchait une faille. Il n'y en avait pas. Dans le mois qui a suivi, la Banque nationale de Lyon a effectué la première distribution formelle selon les termes de la fiducie. La maison est restée protégée par le titre de propriété. Les actifs restants ont été administrés avec des reçus, des confirmations et une trace écrite que ma famille ne pourrait jamais réécrire. Et quant à ma sœur, sa richesse ne l'a pas protégée d'une clause de déchéance qu'elle avait ignorée parce qu'elle supposait que les tribunaux existent pour récompenser la confiance. Ce n'est pas le cas. Les tribunaux récompensent les dossiers. Le soir où le courriel de confirmation finale est arrivé, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert le même dossier que mon grand-père avait préparé des années auparavant. Non pas pour revivre la douleur, mais pour me souvenir de la leçon. Quand les gens essaient de vous effacer avec une histoire, vous ne combattez pas l'histoire avec une histoire. Vous combattez l'histoire avec des preuves. 3 semaines après l'audience, le tribunal a inscrit la déclaration du fiduciaire au dossier. La Banque de Lyon a complètement verrouillé la fiducie, aucun changement sans vérification en personne. La déchéance de ma sœur a été confirmée en vertu de la clause de non-contestation. La demande de règlement familial de mes parents a été rejetée, et l'ordonnance de sanction les a obligés à rembourser les frais juridiques liés au faux dépôt. Dans les 30 jours, le fiduciaire a exécuté la première distribution exactement comme écrit, et la propriété transmise par acte est restée protégée